Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle entrevue de 180 degrés. Cette semaine, en entrevue, je reçois Claudia Busque. Elle est gestionnaire d'entreprise en ligne et elle se spécialise dans l'accompagnement des coachs ayant des programmes en ligne et de groupe. Dans les dernières années, l'engouement pour les formules de groupe et en virtuel ne cesse de grandir. L'offre de programmes qui sont offerts est de plus en plus importante et j'ai eu envie d'inviter Claudia pour discuter avec elle des actions qui sont déterminantes dans le succès de nos lancements. Parce que le lancement, c'est très stressant et on veut absolument réussir nos lancements. Alors, officiellement, bonjour Claudia. Allô Mélanie, merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Ben merci d'avoir accepté mon invitation. Je le sais que c'est pas quelque chose que tu fais très souvent, donc je suis très contente de t'avoir. C'est comme une belle exclusivité de pouvoir parler avec toi sur le podcast. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, gestionnaire d'entreprise en ligne, c'est quand même un métier, disons, qui est relativement nouveau dans l'histoire moderne. C'est quoi ton parcours qui t'a mené à faire ça aujourd'hui? En fait, moi, j'ai un background de gestionnaire de projet. J'ai été 10 ans en gestion de projet dans une entreprise manufacturière. Par la suite, j'ai eu envie d'avoir plus de liberté, si tu veux, de flexibilité. Je travaillais 40 heures semaine avec les enfants. Je trouvais que c'était difficile. Ouais. Donc, j'ai regardé ce que je pouvais faire d'autre. J'avais pas nécessairement d'éducation puis de diplôme à part de ça. Tu sais, c'était ça mon expérience. Puis, j'ai découvert par contre que je pouvais peut-être me lancer comme adjointe virtuelle. J'avais une facilité en français, j'avais quand même de l'expérience un petit peu avec les outils technologiques. Donc, j'ai décidé de me lancer comme ça après j'ai donné ma démission en entreprise, puis j'ai décidé tranquillement de me lancer comme adjointe virtuelle. J'ai eu rapidement des clients, je te dirais, j'avais des clients vraiment le fun, je faisais toutes sortes de petites tâches variées, puis j'ai beaucoup appris avec ces clients-là, tu sais, j'ai appris à tout ce qu'on peut apprendre, tu sais, dans une entreprise en ligne, en fait, là, ajouter des trucs sur le site web, faire de la révision, programmer des courriels, des choses comme ça, que je savais pas faire, j'avais pas travaillé avec des outils en ligne encore. Puis, à force de faire ça, différentes petites tâches comme ça, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup la gestion des médias sociaux. En fait, les médias sociaux me fascinaient et j'ai décidé d'aller me former comme gestionnaire de médias sociaux. OK, j'ai fait ça pendant... Non, tu savais pas? Non. J'ai fait ça pendant peut-être 1 an, vraiment exclusivement. Là, j'ai vraiment pivoté vers la gestion des médias sociaux. Puis j'en fais encore d'ailleurs. Là, j'ai encore quelques mandats en gestion de médias sociaux que je garde depuis mes débuts. Puis j'ai finalement réalisé, à force de faire la gestion des médias sociaux, que j'aimais beaucoup la partie gestion. Tu sais, j'aimais être impliquée dans tous les aspects de l'entreprise. J'aimais pas, tu sais, être juste dans mon petit, dans le petit domaine de la gestion de médias sociaux. Tu sais, j'aimais avoir la vue d'ensemble des autres projets de l'entreprise aussi, puis ça me fascinait un petit peu toute la partie de l'entrepreneuriat en ligne, en fait. Fait que j'ai découvert que je pouvais être gestionnaire d'entreprise en ligne. C'était vraiment pas connu à ce moment-là, puis ça l'est pas encore beaucoup, je te dirais. Plus aux États-Unis. Aux États-Unis, on en voit beaucoup des gestionnaires d'entreprise en ligne. On a peut-être déjà entendu, pour certains qui écoutent, le terme OBM, ouais. Qui est le terme anglais, dans le fond. Oui, OBM. Oui, moi, c'est le... Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Oh non, c'est correct. Hey, OBM, je voulais dire pour Online Business Manager, dans le fond. Puis, j'ai découvert que je pouvais, que ça se faisait, tu sais, de gérer une entreprise en ligne, d'aider des gens avec le lancement de leur programme, avec la gestion de leur projet, avec le soutien de leur équipe. Puis, j'ai décidé d'aller me former encore là. Moi, je suis une éternelle étudiante. J'aime vraiment beaucoup suivre des formations. Puis, j'ai découvert vraiment un métier, si je peux dire, vraiment fascinant. Puis, ça va faire 3 ans, là, en février, que je suis exclusivement gestionnaire d'entreprise. Puis, je tripe. Là, je suis vraiment à ma place là-dedans. Puis, avec le background de gestion de projet aussi, je me suis vraiment retrouvée, si je peux dire, dans le bon domaine, là.
Ben oui, mais je savais pas que ça faisait déjà 3 ans que tu faisais ça. Ouais. Puis si on peut comme démystifier un peu le rôle, justement, je veux dire OBM parce que c'est plus rapide à dire, mais on va dire la limite ou la frontière entre, tu sais, les tâches plus liées à l'OBM versus l'adjointe virtuelle. Comment tu ferais la distinction entre les deux? Oui, ben en fait, l'adjointe virtuelle va être plus au niveau de l'exécution des tâches. Tu sais, comme je faisais au début, par exemple, la révision de courriel, la programmation de courriel, toutes les tâches plus exécutives. Ça, normalement, c'est une adjointe virtuelle qui va exécuter ces tâches-là. L'OBM va être plus au niveau de la gestion. Par exemple, la gestion des projets, de la gestion de l'équipe. On dit gestion de l'équipe, mais tu sais, c'est plus du soutien d'équipe, je te dirais, c'est de répondre aux questions, être un petit peu comme une gestionnaire qu'on voit dans une entreprise physique, si tu veux, là, mais en ligne. Donc, c'est vraiment un support pour la coach. Moi, je travaille avec des coachs. Un support pour la coach qui, elle, peut se sortir finalement des opérations pour retourner dans sa zone de génie, faire ce qu'elle aime, tu sais, parce que souvent, mes clientes, avant que je collabore avec elles, ils ont vraiment les mains dans la poutine, là, tu sais, sont dans la gestion de l'équipe et dans la livraison de leurs services en même temps, tu sais, fait qu'ils ont l'impression d'être comme dépassés par tout ça et de pas réussir à faire ce qu'ils aiment faire, tu sais, dans le fond. Fait que Écoute, oui. C'est souvent là qu'ils font appel à moi, tu sais. Ben c'est ça, parce qu'on dit souvent, tu sais, que ben délègue, tu sais, ça va aller mieux, tu vas t'enlever les tâches à faire. Puis effectivement, c'est un beau cadeau à se faire que de déléguer, sauf que ça prend quand même du temps pour déléguer ces tâches-là, tu sais, de faire des suivis, de s'assurer que tout est fait, que les deadlines sont respectées, que les étapes du projet avancent comme prévu. Fait que je pense que effectivement, pour des coachs qui ont une grosse équipe, ben là, commencer à gérer l'équipe, c'est pratiquement un job à temps plein, là, tu sais. C'est vraiment un job à temps plein, puis tu sais, idéalement, ils ne sont pas lancés en affaires, ces femmes-là, pour faire ça. Ils sont lancés en affaires pour offrir leurs services, faire du coaching, faire ce qu'elles aiment. Puis à ce moment-là, souvent, elles se rendent compte que, OK, c'est plus le fun, là, avoir une entreprise, là. Fait que c'est vraiment un besoin, mais c'est quand même un rôle qui est pas très connu, mais qui commence à être de plus en plus connu ici, là, au Québec, puis dans la francophonie. Puis je pense que il y a beaucoup de personnes qui pourraient bénéficier à avoir les services d'une OBM dans leur entreprise. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je sais qu'avec le temps, tu as développé aussi ton expertise au niveau de la planification stratégique et la planification en général, je dirais. Comment, selon toi, on peut bien planifier son lancement? Puis quand on parle de lancement, je sais que pour toi, à ton niveau, ça va être beaucoup, tu sais, comme j'ai dit, des programmes en ligne, de groupe. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec d'autres genres de lancements, mais plus spécifiquement avec des cohortes de groupes qui sont en virtuel. Comment on planifie, en fait, finalement, son lancement? La chose la plus importante pour planifier un lancement, c'est de se prendre vraiment à l'avance. Souvent, les gens vont sous-estimer le temps nécessaire à bien planifier un lancement. Tu sais, moi, j'ai souvent vu des gens dire ou faire des recherches dans les groupes, hey, je fais un lancement, j'ai besoin de ça pour dans 2 semaines. Qui peut m'aider? Souvent, il n'y a pas beaucoup de monde qui va lever la main parce que c'est vraiment beaucoup d'organisation. Puis c'est sous-estimé. Là, on s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière ça. Puis surtout des gros lancements, tu sais. Il y a plusieurs morceaux qui vont là-dedans. Tu sais, je pense à la création des visuels, le copywriting. On doit faire affaire avec des collaborateurs. Ces collaborateurs-là, ils n'ont pas toujours le temps au moment où nous, on veut lancer. Donc, de prévoir à l'avance, c'est vraiment, vraiment important. C'est la base. Tu sais, minimum 3 mois d'avance. Prévoir, tu sais, contacter déjà les gens pour préparer le lancement au moins 3 mois d'avance. Ça serait mon principal conseil, si je peux dire, là. C'est vraiment ça qui est le plus important. Une autre chose que je trouve qui est pas nécessairement mis de l'avant ou mal compris, c'est que ton lancement, la partie la plus importante de ton lancement, c'est
avant d'ouvrir les portes de ton programme, avant d'ouvrir ton panier. C'est ça la partie la plus importante. C'est toute la promotion, comment tu vas faire ta promotion, comment tu vas cibler tes gens. Quand tu ouvres ton panier, là, la job est faite. Là, tu sais, en tout cas, la grosse partie de la job est faite. Faut qu'elle soit faite. Faut que les gens soient, puis pas juste 2 semaines à l'avance, tu sais. Tu prépares tes gens 1 mois à l'avance, 1 mois et demi à l'avance, tu sais. Tu commences à en parler d'avance. C'est ça le secret. Puis concrètement, on va dire dans la technicalité de la gestion, en fait, de planification plutôt de projet, est-ce que pour toi, il y a certains outils que tu aimes utiliser pour faire la gestion? Est-ce que certains... parce que moi, j'ai l'image des entrepreneurs, tu sais, qui planifient comme un grand tableau blanc, puis OK, on fait ça, mais comment toi, tu gères cet aspect-là là, des lancements? Ben moi, idéalement, je travaille avec ClickUp. On en parlait un petit peu avant l'émission, avant le début de l'émission. Je trouve que pour organiser des gros lancements, c'est vraiment un outil qui est un game changer parce que quand tu as une équipe, tu peux vraiment créer toutes sortes de vues, dans le fond, des vues différentes pour chaque membre de l'équipe. Pour vraiment faciliter, on veut simplifier le travail de chacune des personnes dans l'équipe. Puis là, je parle de des gros lancements avec plusieurs collaborateurs. Fait que ça serait vraiment mon outil préféré pour planifier, organiser tout ça. La première étape, c'est vraiment de lister tout simplement tout ce que tu as à faire. Tu fais la liste, tu fais un brain dump de tout ça. Ensuite de ça, moi, ce que je fais, c'est que je vais séparer par département. C'est par exemple pour le copywriting, pour les courriels, pour le design, pour la publicité. On va séparer ça par département. Puis après ça, ben, dépendamment de la date que ma cliente veut lancer, parce que je travaille juste avec des femmes, je ne sais pas si on l'avait dit, mais c'est ça. Dépendamment de la date que ma cliente veut soit créer son événement ou ouvrir les portes de son programme, bien là, on va travailler en rétroaction pour s'assurer d'avoir un bon délai pour chaque département, tu sais. C'est un peu comme ça là, que je vais planifier. Là, je vais toujours en rétroaction. C'est-tu comme ça qu'on dit? Oui, je me sais plus c'est quoi le terme, là, mais tu sais, dans le fond, la date de lancement est là. Fait que oui, c'est quand ça. On a besoin... on fait comme un reverse. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on considère comme tout le temps une certaine période minimum pour faire la promotion. Fait tu sais, dépendamment si c'est un lancement, si c'est un programme à 10 000 $ par exemple qu'on va lancer, ça sera pas la même chose que si on lance un programme à 200 $. Tu sais. Le programme à 10 000 $, tu vas avoir besoin peut-être de 2 mois d'ouverture de panier, comparativement à ton petit programme où est-ce que ça va être plus rapide, tu vas avoir besoin de moins de temps. Fait que, tu sais, dépendamment du programme aussi, puis du projet, ben on va y aller en reculant comme ça. OK. Puis tu sais, je le disais dans l'introduction, avec la pandémie, avec les changements de modèle d'affaires qui ont évolué, tu sais, tout le monde est arrivé en ligne en même temps. Il y a eu comme une abondance de programmes offerts. J'ai envie de te demander, ce serait quoi les erreurs qu'on peut faire ou que tu as vues par ton expérience justement de lancement? Quel genre d'erreurs on veut éviter là, en lancement? Ben, je dirais qu'au niveau peut-être de la visibilité, les gens ont peur de répéter. Les gens ont peur de publier la même offre, pas la même offre, mais par exemple le même message plusieurs fois, mais c'est tellement pas ça. Il faut tellement répéter. Puis tu as l'impression que tu te répètes, mais il faut que tu te répètes encore plus. Il faut vraiment que tu répètes ton message plusieurs fois. Fait que ça serait une des erreurs de pas assez être présente, de pas assez être visible, puis de pas assez répéter. Au niveau de peut-être la technicalité, les erreurs qu'il pourrait avoir, qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être pas tester la technique. Moi, c'est sûr. J'ai vu beaucoup de lancements, tu sais, où genre, finalement, le panier marche pas, ou le code promo, il marche pas. C'est toutes des affaires qu'on peut tester à l'avance. Oui, c'est comme automatique pour moi dans ma tête. Là. Ça, c'est comme,
tu sautes pas cette étape-là, puis même des fois, moi je suis un peu freak, là, je vais retester, puis je vais retester le lendemain, puis je vais retester avant qu'on ouvre, tu sais, juste pour être sûr, puis pas juste pour le panier, pour les courriels. Les liens de courriel, tu sais, combien de fois qu'on envoie des courriels qui ont le lien fonctionne pas, puis ça arrive, là, ça peut nous arriver quand même, mais c'est sûr que si tu le testes 2-3 fois ton courriel avant de l'envoyer, t'as moins de chances que ton lien fonctionne pas, t'as plus de chances de catcher ces erreurs-là. Là. Oui, puis allô, le stress, tu sais, t'es déjà dans une période sollicitée, que là, tu te rends compte, les gens te réécrivent, le lien marche pas, mais tu sais, il y a une, puis ça, c'est si quelqu'un t'écrit pour te le dire, parce que la plupart des gens prennent pas la peine de te dire, ils vont juste faire... Exact. Ah, ben, ça marche. Je sais pas pour toi, mais moi, des fois, je me dis, ah, ben, ça marche pas, c'est un signe, tu sais. Ouais. C'est un signe. Oui. Puis là, tu te demandes pourquoi t'as pas de vente, mais regarde, c'est ça. Vérifie tout ce qui... Ouais, c'est vraiment important. C'est la base, là. Les tests, c'est vraiment la base. Ouais. Puis, tu sais, vu que toi, tu travailles aussi au niveau de plus grands lancements avec une équipe et tout ça, j'imagine que ça doit arriver que si l'équipe est pas arrimée vers les mêmes objectifs, disons, ou que la communication se passe pas super bien, ça peut... c'est super important de bien communiquer, puis que chaque personne comprenne bien son rôle aussi, là. Puis tu sais, ce qu'on fait aussi dans les lancements, ce que je faisais, c'est que je rencontrais l'équipe une fois par semaine, puis là, on avait une période de questions. OK, tout le monde comprend bien ce qu'il y a à faire, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider? Est-ce que tu vas arriver dans tes délais où tu sens que c'est trop serré puis qu'on peut peut-être, on va peut-être être obligé de rallonger un petit peu ou, tu sais, c'est la meilleure façon, c'est vraiment de communiquer souvent en lancement, tu sais. On est souvent dans un Slack aussi puis on parle chaque jour ensemble, tu sais, pour s'assurer que tout le monde, tout fonctionne bien, tu sais. Oui, je pense que la communication, ça... C'est pas mal une clé. Ben, c'est sûr que là, je pense à des grands lancements, mais je connais aussi beaucoup d'entrepreneurs qui lancent justement par eux-mêmes, donc ils ont juste eux-mêmes, entre guillemets, à gérer, mais c'est beaucoup d'émotions à gérer quand tu es tout seul. Beaucoup de stress, puis beaucoup de choses à penser aussi quand tu es toute seule. Quand tu es en équipe, ben il y a souvent quelqu'un qui va dire « Hey, on n'a pas pensé à ça, qu'est-ce qui se passe? » Fait que là, on va le catcher, mais quand t'es tout seul, quand t'es toute seule, c'est pas pareil, là. Faut que tu penses à tout. Ben, c'est ça. Puis justement, quand une entrepreneur a lancé tout seul, ou peut-être avec l'aide d'une adjointe, ou peu importe, à partir de quel moment pour toi, ce serait peut-être pertinent ou le bon moment de faire affaire avec une OBM comme toi, par exemple? C'est quoi le déclencheur qui fait que c'est le bon moment? Je dirais que quand la personne se sent comme dépassée par tout ça, elle n'a plus envie de lancer, elle est écœurée des lancements, puis ça, c'est souvent comme ça, là, tu sais, on le fait 2-3 fois par nous-mêmes, puis après ça, on se sent, on veut plus lancer, en fait, là, on se dit, je vais trouver un autre modèle d'affaires. Mais oui, ça pourrait être un bon moment à ce moment-là, quand la personne se sent dépassée, puis qu'elle ne veut plus faire de lancement. Je dirais que ça serait le bon moment pour faire appel à moi. Est-ce qu'il faut qu'elle ait déjà une adjointe, une équipe? Ou... c'est sûr que des projets, j'aide aussi en format projet. Tu sais, quand je travaille avec des équipes, c'est souvent sous forme de retainer. Donc, je suis là à chaque mois, je vais planifier les différents projets, puis je vais aider aussi dans mon service à planifier les lancements, préparer les lancements, gérer aussi les lancements. Mais je le fais sous forme de projet. Je l'ai fait quelques fois. Je te dirais que l'idéal, c'est d'avoir déjà lancé quelques fois puis d'avoir déjà eu des résultats. Parce que sinon, c'est difficile. Souvent, la personne qui va faire appel à moi elle a des attentes. Tu sais, elle s'attend de vendre. Mais moi, je suis pas là pour vendre. Moi, je suis là pour l'aider à préparer son lancement. Moi, la vente, c'est pas moi qui la fait, là, tu sais. Je vais l'aider à planifier, je vais l'aider à tout mettre en place, je vais lui donner les meilleurs conseils. Mais si ton programme, tu l'as jamais vendu, puis s'il se vend pas, c'est pas moi qui... Tu sais, j'ai pas une baguette magique, tu sais. Ouais. Fait que d'avoir déjà un programme qui se vend bien, qui s'est déjà vendu bien en lancement, c'est déjà... c'est un prérequis, là, maintenant, là, pour travailler avec moi comme ça.
Fait que toi, tu parlais de retainer. Fait que peut-être pour ceux qui écoutent, qui savent pas exactement ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, c'est un forfait mensuel où tu offres ton support de façon continue. Ouais, c'est quoi, exact. mettons, le modèle d'affaires que... Mon modèle d'affaires, c'est ça. En fait, c'est ce que je préfère, moi, les retainers, parce que je suis dans l'équipe, puis j'apporte un support à long terme, tu sais. Je vois les résultats, je vois, tu sais, ce que je peux apporter à l'entreprise. Moi, c'est ce que je préfère. Puis, c'est ça, dans le fond, je suis dans l'entreprise chaque jour. Je vais soutenir l'équipe, je vais répondre aux questions pour vraiment encore libérer le temps de la personne qui m'embauche, en fait, la CEO, pour lui permettre de retourner, de lâcher un petit peu les opérations puis de retourner dans sa zone de génie, en fait, là, faire ce qu'elle aime faire. Fait que c'est de cette façon-là que je fonctionne en retainer. Puis, c'est ça, j'offrais aussi les projets, mais les projets de lancement, j'en ai fait quelques-uns, je te dirais, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'attentes. Donc, je veux vraiment travailler avec des gens qui ont déjà vendu, qui ont déjà un programme qui fonctionne, qui se vend avant de venir faire appel à moi, là, tu sais. D'avoir quelque chose d'un peu plus collaboration long terme, tu sais, pour voir. Oui, ça, c'est sûr. Mais moi, c'est ce que je préfère. J'aime ça. Tu sais, il y a des gens qui préfèrent travailler à projet, puis après ça, ils passent à un autre projet. Moi, j'aime mieux les relations à long terme, puis j'ai quand même des clientes que ça fait quasiment depuis le début, là, tu sais, que j'ai. Fait que ça, c'est ce que je préfère, moi. Puis comment tu arrives, dans le fond, à gérer les attentes, justement, tu te dis, il y en a qui ont beaucoup d'attentes. Comment tu arrives à gérer ces attentes-là dans une formule, tu sais, retainer? Est-ce qu'il y a des balises? Comment tu fais pour... Tu sais, parce que moi, je me dis, OK, les gens, ils payent pour Claudia dans leur entreprise. Comment tu fais pour que, finalement, ça passe par une offre de service super claire, Okay. super détaillée. Qu'est-ce qui est offert? Qu'est-ce que je fais? Puis qu'est-ce que je fais pas? Parce qu'il y a des choses que je fais pas. Tu sais, au début, je faisais comme j'avais un bar open, là, je faisais tout. Ouais. Tu sais, je suis capable de tout faire, moi, je fais tout. Mais à un moment donné, tu te rends compte que t'es pas, tu sais, ben, premièrement, j'ai quand même un forfait qui est, c'est abordable pour mes clientes, mais je dirais que, tu sais, c'est quand même un tarif, c'est pas du high ticket, mais, tu sais, tu comprends, c'est pas non plus un tarif de base. Fait que, ça, tu sais, c'est pas payant pour eux autres que je révise leur courriel ou que je programme leur courriel, là, tu sais. Ça va être plus payant pour mes clientes d'avoir une adjointe qui va faire ces tâches-là, puis que moi, je m'occupe de la stratégie, tu sais, puis que je m'occupe de la gestion du lancement. Fait que, vraiment, je te dirais, ouais, pour répondre à ta question, ça serait que ça passe par une offre de service super claire. Que de tu ce balises. que j'offre. Ouais, puis de ce que j'offre pas aussi. Est-ce que tu balises avec un nombre d'heures par semaine? Ou... Ben oui, dans le fond, j'ai un nombre d'heures maximum par mois dans mon retainer. Puis sinon, je garantis d'être dans l'entreprise un petit peu chaque jour. Fait que je suis là un peu chaque jour. Puis, à un moment donné, c'est sûr que souvent, il y a des demandes qui peuvent se faire aussi, puis qui sortent un petit peu du temps alloué, je te dirais, que moi, j'alloue, parce que moi, je calcule mon temps, mais je ne vais pas nécessairement envoyer mon temps à mes clientes. Tu sais, je suis là chaque mois, je gère les projets, puis qu'est-ce qui aide aussi beaucoup, c'est qu'on fait une planification stratégique quand je commence à travailler avec mes clients. Fait que là, on va prioriser, on va sortir tous leurs projets qu'ils ont en tête, puis on va les prioriser. Puis, tu sais, moi, je vais voir par rapport à ce qu'ils priorisent, s'ils mettent 6 projets, des gros projets dans le mois suivant, je vais leur dire, hey, on sera pas capable de tout faire ça, là. On va commencer par ces deux-là, tu sais, par exemple. Fait que là, dans le fond, ça donne un petit peu le barème de dire, regarde, là, on travaille là-dessus, puis après ça, on va passer à autre chose. Fait que ça met un petit peu aussi les balises quand ça sort quand les demandes sortent de ces projets-là, tu sais, s'ils ont vraiment aucun rapport avec les projets, ben c'est plus facile pour moi de dire, regarde, là, on est là-dessus, on va le faire après. Quand on va avoir terminé, c'est pas notre priorité pour le moment, là. Ouais, parce que ça, c'est un bon, c'est un bon rappel que les entrepreneurs sont, tu sais, on est souvent appelés à plein de projets en même temps. Puis, tu sais, je disais ça justement à une collègue hier, pendant les fêtes, pendant les vacances, j'ai eu comme plein d'idées de projets à faire.
Là, je me suis dit, OK, mais genre, c'est impossible que je fasse tout cette année, tu sais. Fait que c'est comme vraiment important, justement, de bien planifier puis de voir que, OK, si je veux pas travailler 75 heures par semaine, ben, ce serait pas logique, là, tu sais, de faire toutes ces idées-là. Donc, non, c'est ça. Puis, tu sais, mes clientes, c'est souvent des artistes, c'est souvent des gens qui sont comme plus dans la vision, c'est des visionnaires qui sont pas nécessairement toujours dans la planification, tu sais, ils veulent réaliser des projets rapidement, mais moi, j'ai ça que j'apporte aussi dans l'entreprise du fait de mon cerveau plus, dans le fond, planification, si on peut dire, que je vois que le temps que ça va prendre dans ma tête, là, tu sais, je me dis, OK, non, ça marchera pas. Il va falloir leur pousser un petit peu, là. Ça arrivera pas, tu sais. Ouais, c'est sûr qu'avec le temps... engager quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais. C'est ça. Ça apporte une autre perspective, tu sais. Ouais. Puis tu sais, t'as côtoyé beaucoup d'entrepreneurs à succès qui ont fait des gros lancements ou tu sais des grands accomplissements. Selon toi, c'est quoi l'ingrédient magique dans, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup des entrepreneurs là qui, surtout dans la niche, tu sais, de programmes de groupe en virtuel, qui sont là présentement, qui ont des offres, mais il y en a comme très peu finalement qui vont à un niveau, on va dire, supérieur de réussite. C'est quoi, selon toi, les ingrédients magiques? Premièrement, je pense qu'il y en a qui veulent se rendre à un niveau supérieur, puis il y en a qui veulent pas nécessairement se rendre à un niveau supérieur, puis ça, c'est correct aussi. Il faut être capable de l'assumer. Faut être capable de... Tu sais, souvent, on voit les autres faire des choses incroyables, puis on se dit, hey, moi aussi, je suis capable. Tu sais, moi aussi, je veux me rendre là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rendre là? Mais est-ce que j'ai le goût d'avoir tout ce qui vient avec? Tu sais, c'est la grosse équipe. C'est les coûts énormes en publicité. C'est l'organisation, c'est le stress aussi. C'est un stress là, de devoir supporter une équipe comme ça chaque mois. C'est des gros coûts. Fait que, tu sais, je pense que des fois, les gens sont pas toujours conscients de tout ce qui vient avec ces gros succès-là. C'est super, tu sais, la personne qui veut ça, c'est merveilleux, c'est super. Puis moi, j'adore ça parce que c'est mes clientes de rêve. Mais c'est ça, faut vraiment être conscient de ce qu'on veut vraiment. Puis, c'est ça, en fait, je pense que l'ingrédient secret, ça serait d'être vraiment... je pense que ça serait la transparence. Je pense que les gens veulent suivre des gens qui sont transparents, qui sont vrais, qui parlent de leur succès, qui parlent de leurs échecs, tu sais, tu sens qu'ils sont là pour les bonnes raisons, sont là pour vraiment aider leur communauté à passer, tu sais, à un autre niveau. Ces gens-là, ils ont vraiment souvent beaucoup de succès, je trouve, quand ils parlent avec leur cœur. C'est un bon point. En fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup dans les ingrédients magiques, je pense qu'il y a autant l'espèce d'esprit de créativité, tu sais, parce que je pense que ceux qui réussissent sont capables d'aller comme la petite couche de réflexion plus loin, peut-être, que ce qu'on s'attend d'eux, puis peut-être mêler aussi avec tout ce qui est l'organisation, parce que des bons entrepreneurs, en fait, des entrepreneurs qui ont d'excellentes idées, il y en a beaucoup, mais qui sont capables de les réaliser, il y en a moins parce que ça demande une espèce de rigueur. Ou tu sais, tu parlais tantôt de planification stratégique puis de prioriser. C'est dur pour tellement d'entrepreneurs que je côtoie. De prioriser puis de vraiment comme organiser sa vie, son horaire, ses projets pour être capable de les accomplir. Fait que je pense qu'il y a comme un beau lien aussi avec ce que tu fais. Probablement que dans les artistes, les entrepreneurs artistes que tu accompagnes, des fois, c'est sûr qu'avec l'expérience, quand l'entreprise grossit, tu finis par prendre les compétences de gestionnaire, mais reste que c'est pas tous les entrepreneurs qui ont ces skills-là de base, là. Non, c'est ça. Puis c'est super important de bien s'entourer aussi, là, de choisir les bonnes personnes qui vont les accompagner à ce niveau-là pour combler peut-être les petites lacunes qu'il va avoir à certains niveaux, tu sais. Ben oui. Tout à fait. Tout à fait. Puis je pense que ça demande aussi de
tu sais, tu disais tantôt, ça vient avec des investissements. Je pense qu'il y a aussi cette peur-là au départ, tu sais, d'investir peut-être plus que ce qu'on est vraiment confortable parce qu'on croit à notre vision, à nos projets. Je pense que ça demande beaucoup de confiance dans son... Oui, vraiment. Vraiment, ça demande beaucoup de confiance d'investir comme ça. Mais c'est sûr que rendu à ce niveau-là, tu n'as pas le choix si tu veux aller plus loin, là. Faut que tu t'entoures, puis il faut que tu sois supporté. Tu peux, tu sais, c'est très, très rare. J'ai pas vu ça souvent, des gens qui atteignent des niveaux vraiment supérieurs seuls, tu sais. Je n'ai pas vu beaucoup. Quelques-uns, là, mais c'est assez rare. Oui, effectivement. L'exemple qui me venait en tête quand tu parlais, c'est Geneviève Gauvin. Oui. Parce qu'elle a une business très minimaliste. Puis je pense que c'est ça qui m'a marqué en écoutant ses podcasts à l'époque. C'est comment, justement, elle est capable d'aller faire, tu sais, un gros chiffre d'affaires avec très peu d'investissement, que ce soit le logiciel, publicité, tu sais, par rapport au chiffre d'affaires qu'elle peut faire. Ouais. L'investissement est très minime, là. Fait que c'est pas les normes de l'industrie, mettons. Non, vraiment pas. Tu sais, c'est assez rare, là. Puis ça dépend vraiment du modèle d'affaires aussi. Tu sais, Geneviève, en fait, elle a un gros événement par année, tu sais, un gros produit par année. Fait que c'est peut-être pas pareil qu'une entrepreneur qui va faire, qui va avoir quelques programmes puis qui va faire plusieurs lancements, tu sais, dans l'année, là. Fait que ça vient vraiment aussi avec le modèle d'affaires. Selon moi. Puis, ouais, c'est ça. Dans le fond, je dirais que ça vient vraiment du modèle d'affaires. Puis, on voit aussi un changement. Oui, il y a beaucoup de lancements encore, mais on voit beaucoup de gens qui se tournent de plus en plus vers le evergreen aussi pour aller faciliter un petit peu, si tu veux, leur... Pas faciliter parce que c'est plus facile, mais plus prévoir, si je peux dire, les revenus et la croissance. Dirais-tu que c'est par ton expérience que c'est plus difficile? Moi, ma perception, c'est que c'est plus difficile de vendre du evergreen parce qu'il n'y a pas cette espèce de notion d'urgence de les portes ferment telle date. Est-ce que tu le vois, la différence au niveau des résultats entre le lancement versus le evergreen? Le lancement, c'est sûr qu'il va apporter un gros push de visibilité, fait qu'un gros comme un momentum, puis avec un deadline, tout ça. Sauf que pour le evergreen, ça va pas faire de gros push comme ça, mais c'est une croissance, c'est des ventes qui sont plus prévisibles, je te dirais. Fait que c'est comme l'idéal, selon moi, c'est un mélange des deux. C'est de faire quelques lancements par année et d'avoir du evergreen qui roule à l'année. Fait que comme ça, tu as toujours une base qui rentre parce que tu peux prévoir un petit peu, dépendamment des résultats que tu as. Par exemple, au niveau de tes ventes, c'est plus facile de prévoir quand tu es en evergreen. Puis avec ça, tu peux venir combler, je dirais, avec les lancements. Oui, puis tu sais, d'un point de vue aussi marketing, ben je trouve que quand le modèle d'affaires est seulement, je dirais, en mode lancement, tu sais, on prend l'exemple de Geneviève qu'on a parlé, Geneviève Gauvin, pour ceux qui la connaissent pas, tu sais, qui lance une fois par année un bundle de formation. Fait que dans le fond, elle a quelque chose à vendre un mois par année. Ça veut dire que pendant les 11 autres mois de l'année, quelqu'un qui arrive sur son site Internet, il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à vendre, c'est mort. Fait que j'ai l'impression que les entrepreneurs aussi qui combinent, comme tu dis, lancement et evergreen, il y a quelque chose d'agréable aussi niveau attraction, c'est de dire il y a toujours quelque chose, tu sais, si c'est là, à ce moment-là de l'année que j'ai besoin de telle chose, je sais que je peux commencer à débuter. Fait on n'attire pas nécessairement le même genre de motivation non plus Exactement. par rapport aux produits, là. Puis, tu sais, il y a vraiment des belles choses à faire aussi avec le evergreen. Il y a beaucoup d'optimisation et de nouvelles stratégies aussi là, qui peuvent être utilisées. Fait que c'est vraiment intéressant je pense, de songer à combiner peut-être les deux. Parce que si tu es juste en modèle de lancement, je trouve que c'est extrêmement stressant.
Ben oui. Surtout en période de récession comme ça, là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont vu leur vente baisser, ils ont vu leur lancement vraiment baisser par rapport à ce qu'ils étaient habitués dans leur précédent lancement. Donc, je te dirais que ça apporte une belle stabilité puis ça réduit le stress énormément. Ben clairement, parce que si tu as, mettons, un lancement par année puis que là, ça se passe pas bien, ben c'est ta seule opportunité de faire des revenus. J'avoue que le stress. Exactement. C'est vraiment stressant. Ouais, puis tu sais, là, je te donnais l'exemple de Geneviève, mais tu sais, c'est peut-être pas l'exemple le plus parlant pour la majorité des entrepreneurs, tu sais, qui vont écouter le podcast parce que il y a déjà une visibilité, il y a déjà, tu sais, une notoriété qui est super bien installée, mais quand on débute, on n'est pas là, tu sais, faut se faire connaître comme entrepreneur, faut faire connaître notre offre, faut créer le momentum, faut bien gérer son lancement, fait que je comprends que moi, j'en ai jamais fait vraiment, là, du moins pas seule. J'avais un projet avec Charlène où c'était un petit lancement, mais tu sais, je vois les entrepreneurs qui répètent des lancements, puis honnêtement, je les admire, là, parce que je me dis, je sais pas si mon système nerveux serait fait pour ça, pour faire que ça. Par exemple, répéter un lancement, à chaque fois que tu répètes un lancement, selon moi, en tout cas, de ma vision de back-end d'entreprise, c'est plus facile parce qu'on peut réutiliser les morceaux, on peut analyser les dernières statistiques puis optimiser à ce niveau-là les choses qui ont moins bien fonctionné puis optimiser ce qui a bien fonctionné aussi. Fait que c'est comme du data qu'on a d'accumuler qui nous permet que ce soit plus facile d'une fois à l'autre, mais c'est jamais. Moi, je suis pas en avant, là. Fait que j'ai pas le stress d'être visible devant tout le monde, là. Oui, non, j'avoue. On a déjà un petit canevas de base avec des données. Tu as raison, c'est peut-être un peu mieux que toujours relancer un nouveau projet. Oui, ça c'est ça c'est plus stressant un peu, là. En tout cas, pour les gens qui sont en arrière, c'est plus long. Oui, clairement. Clairement. Écoute, en terminant, Claudia, j'ai envie de te demander s'il n'y a pas un outil que tu aimerais partager avec ceux et celles qui vont écouter le podcast. Ça peut être un outil gratuit que tu as, ça peut être un logiciel, ça peut être une découverte que tu as fait récemment. Bref, un outil finalement à partager. Oui, ben je vais vous partager mon guide de réflexion stratégique. C'est un guide vraiment de questions pour vraiment se poser puis réfléchir aux prochaines étapes qu'on veut amener dans notre entreprise, un petit peu les prochaines décisions qui pourront être prises pour augmenter la croissance, pour prévoir un petit peu la croissance de l'entreprise. Fait que c'est quand même une belle réflexion pour celles que ça intéresse, là, que je vais vous partager. Tout à fait. Puis je vais mettre aussi les liens pour ton site web et tes réseaux sociaux pour que les gens puissent aller voir qu'est-ce que tu fais concrètement, puis quel genre de service, comment tu peux les aider. Puis je te remercie pour ton temps, pour la belle discussion. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Merci à toi. C'était le fun de parler de lancement. On dirait que tu me donnes le goût de lancer des affaires, là. Vas-y, je vais regarder ça. J'ai vraiment hâte de voir. On travaille là-dessus, on s'en revient. En fait, probablement qu'il y a quelque chose qui s'en vient cet hiver. Okay. Ou à l'automne, pas à l'automne, printemps. Voyons, Mélanie, hiver, printemps. La fille mêlée. Mais bref, en temps et lieu, je t'en parlerai. Puis ceux qui écoutent le podcast aussi vont être au courant. Donc, un gros merci, Claudia, pour la belle discussion. Puis, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci. Puis, bye tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Je m'en